Une lueur d'espoir pour les pays d'Afrique subsaharienne. Leur situation économique s'annonce moins difficile malgré les crises, selon le rapport d'octobre 2023 du FMI. De belles perspectives pour la filière coton qui annonce déjà une production de 96 500 tonnes de coton-graines pour la campagne 2023-2024. Et dans ce magazine, nous irons à la découverte d'une jeune entrepreneur qui transforme le souchet en lait. C'était le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro du magazine économique. La situation économique des pays d'Afrique subsaharienne s'annonce moins difficile en 2024, selon le rapport d'octobre 2023 du Fonds monétaire international FMI. Signe d'espoir selon le FMI qui interpelle déjà les pays à garder le cap des réformes. Les explications avec Ekwe Sala. Les pays africains se remettent peu à peu des effets de la crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Selon le rapport d'octobre 2023 du Fonds monétaire international, la situation économique en Afrique subsaharienne a connu une amélioration au cours des 6 derniers mois. Au Togo, le taux d'inflation de plus de 7% en janvier 2023 s'est rabaissé à 5%. Le pays maintient également sa croissance économique à 5,3%. La croissance de l'économie togolaise, elle est respectable par rapport à celle des autres pays de la sous-région. Et ceci s'explique en grande partie par la politique budgétaire qui a été menée depuis la crise de la Covid-19. Le pays a adopté un ensemble de mesures qui a permis au gouvernement de prendre le relais de l'investissement, donc de la dépense dans l'économie. Ça a permis de soutenir le secteur de l'investissement, mais en même temps, ça a permis au gouvernement d'apporter un soutien aux populations les plus vulnérables, ce qui a permis de façon générale à l'économie de maintenir un niveau de consommation adéquat. En plus de cela, durant l'année 2020, le pays a connu des investissements étrangers énormes dans le cadre de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Et aujourd'hui, on commence petit à petit à voir les retombées de ces investissements dans le tissu économique du pays. Si le taux d'inflation et la croissance économique au Togo sont salutaires, ce n'est pas le cas dans bien d'autres pays de la région. Quoique les perspectives économiques dans la région s'annoncent belles pour l'année 2024, les pays vont devoir se focaliser sur 4 priorités. Suspendre le resserrement de la politique monétaire lorsque le taux d'inflation est en baisse pour se rapprocher de la cible de la Banque centrale et poursuivre le resserrement monétaire dans les pays où l'inflation reste élevée et en augmentation. Deuxième mesure, réduire les vulnérabilités liées à l'endettement, tout en créant des marges de manœuvre supplémentaires pour les dépenses de développement, ce qui nécessite de maintenir un équilibre délicat entre hausse de recettes et protection de la croissance. Troisième mesure, laisser la monnaie se déprécier lorsque c'est nécessaire, tout en cherchant à atténuer certains des effets qui découlent de cette dépréciation, comme la hausse de l'inflation et les paiements du service de la dette. Dernière recommandation, investir dans l'avenir pour améliorer les niveaux de vie, en particulier dans les pays producteurs de matières premières, où la croissance du revenu par habitant reste faible. Les réformes devraient cibler, entre autres, l'éducation, la bonne gestion des ressources naturelles, l'amélioration du climat des affaires, la digitalisation de l'économie et le renforcement de l'intégration commerciale. La prise en compte de ces différentes recommandations permettra aux pays de la région d'améliorer significativement leur économie au cours de l'année 2024. Le gouvernement togolais, de son côté, compte poursuivre le renforcement du partenariat public-privé pour maintenir sa performance économique. Parlons maintenant de la titrisation, une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances, tout en les transformant en titres financiers émis sur le marché des capitaux. Et aujourd'hui, cet instrument semble être un moyen efficace pour le développement des économies.
Qu'est-ce que la titrisation et comment contribue-t-elle au développement des économies? Les explications avec Gisèle Kozona. La titrisation est une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances en les transformant en titres financiers émis sur le marché des capitaux via un véhicule financier dédié. Dans l'UEMOA, ce véhicule est appelé Fonds commun de titrisation de créances. À l'Africa Financial Industry Summit, à FIS 2023, les acteurs ont essayé de donner un coup d'accélérateur à ce secteur dont le potentiel estimé déjà à plus de 17 000 milliards de francs CFA à ses débuts dans les années 2010 et qui est désormais projeté à plus de 50 000 milliards de francs CFA. L'immobilier est une classe d'actifs importante parce que ce sont des logements pour tous les Africains. Ce sont des bureaux pour les entreprises qui travaillent en Afrique et nous nous occupons d'optimiser la rentabilité et la liquidité des investissements immobiliers, des investisseurs institutionnels qui sont ceux qui ont le plus de capacité à investir dans l'immobilier. La titrisation est la seule opération qui pourrait aider à décupler le bilan des banques locales. C'est un excellent outil qui va permettre d'améliorer la contribution du secteur financier au plan national de développement selon les experts. Ça permettrait aux compagnies d'assurance, aux caisses de retraite, aux banques, aux fonds souverains de davantage financer l'immobilier, c'est-à-dire financer l'accès au logement, financer le développement des entreprises avec des usines, avec des hôtels pour créer des emplois dans le secteur touristique. Voilà, donc notre contribution, c'est vraiment d'accompagner les plus gros investisseurs du continent, donc ceux qui sont déjà locaux et qui déjà contribuent énormément à financer nos économies, à en faire davantage parce qu'on optimiserait la rentabilité de leurs investissements. Donc ne pas seulement compter sur les capitaux qui viennent de l'extérieur, mais travailler avec les capitaux des grosses institutions financières qui sont déjà présentes sur nos marchés. Les acteurs sont donc appelés à approfondir les échanges en ce qui concerne le cadre réglementaire ainsi que la qualité des actifs qui sont titrisés. Car la qualité des créances qui sont titrisées est un élément très important pour assurer la confiance à cet instrument et garantir justement la confiance des partenaires, des opérateurs économiques, des investisseurs qui ont de la liquidité et qui voudraient investir dans cet instrument. Et pour plus d'explications, Carmen Madi Akako s'est entretenue avec M. Bosupe Ripper. Il est le secrétaire général de l'AMF-UEMOA, autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Suivi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Ripper Bosupe, vous êtes le secrétaire général de l'AMF-UEMOA, autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Alors, vous êtes à la 3e édition de l'AFIS, Africa Financial Industry Summit. Les panels que vous avez animés ont été essentiellement consacrés à la titrisation. Quand on parle de titrisation, à quoi fait-on principalement allusion? Alors, la titrisation est une technique financière déjà qui permet de transférer des actifs à un pool d'investisseurs et en contrepartie recevoir de la liquidité. C'est une technique financière qui est née aux États-Unis et qui, pour certaines institutions financières, peut permettre de rendre plus agile leur bilan, de leur permettre de se conformer à la réglementation bancaire, mais tout en accompagnant significativement le financement des économies. Pour illustrer, vous êtes une banque, vous avez un portefeuille de 10 000 clients. Chaque client paye 10 000 francs de frais de tenue de compte chaque mois. Sur l'année, ça vous fait 1,2 milliard. Vous êtes une banque, vous n'avez peut-être pas 1,2 milliard en dépôt. Vous pouvez aller sur le marché et mettre en garantie ce portefeuille de créances que vous aurez parce que justement ces clients-là sont des clients captifs pour vous et ils ont une historique de travail avec vous. Donc une fois que vous allez sur le marché vous donne les 1,2 milliard. Vous pouvez aller financer d'autres projets qui créent plus de valeur tout en continuant l'activité économique avec vos clients.
Alors, si nous en venons au contexte sous-régional, je veux parler de l'UEMOA. Comment se porte la titrisation au sein de l'UEMOA et quand est-ce que la titrisation a commencé dans l'UEMOA? La titrisation a commencé en 2010, mais elle n'a été effective qu'en 2014, après une tentative en 2012 par l'État du Sénégal. Et elle s'est d'abord matérialisée à travers des émissions de Soukouk. Donc on en a eu 6. Il y a eu le Togo qui a fait, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Aujourd'hui, en termes d'opérations de titrisation, on en a 23 qui ont été recensées. Et chaque année, on a environ 200 milliards d'opérations de titrisation qui sont faites. Donc c'est une activité qui commence à être connue, à être vulgarisée. Et ça a permis de financer des actifs dans le secteur immobilier, dans le secteur de l'énergie, essentiellement, et puis également le refinancement de certains actifs au niveau des États de l'Union. Et est-ce que la titrisation permet aux États de financer leur développement? Pas encore, parce qu'il y a des contraintes juridiques liées au transfert de propriété. Un bien qui appartient à l'État ne peut pas être cédé n'importe comment. Et donc il faut réfléchir à des mécanismes ingénieux pour ne pas dessaisir l'État de la propriété, mais permettre en tout cas de pouvoir mobiliser les ressources. Et pour 2023, comment s'est portée la titrisation au sein de l'UEMOA? On est quasiment dans les mêmes proportions. On pense qu'en 2023, il y a eu une opération innovante de la BOAD, mais on devrait être dans les mêmes proportions de 200 milliards d'opérations réalisées sur le marché. Donc on espère que 2024 sera meilleur. On a déjà 4-5 opérations qui sont annoncées et donc on pense que l'instrument commence à être bien connu. Quelles sont les perspectives pour la titrisation? Pour nous, les perspectives sont bonnes. Aujourd'hui, on titrise essentiellement des créances existantes ou des créances futures. Mais demain, nous souhaitons modifier la réglementation, élargir la gamme d'instruments titrisables, permettre que l'immobilier, les stocks, les créances internes issues des opérations avec les États puissent être titrisées. Aujourd'hui, on souhaite permettre que des PME qui vont prendre une commande au niveau de l'État puissent titriser leurs créances parce qu'elles n'ont pas. Et donc ça leur donne plus d'opportunités de négocier avec leurs partenaires banquiers. Et donc si on arrive à faire ça, on aura plus de liquidité, plus d'agilité dans le financement des économies et ça devrait être profitable pour toutes les économies de l'île. Vous avez aussi parlé de créances en souffrance. Alors, c'est quoi? On a parlé de titrisation de créances en souffrance parce que ça également, ça peut être un axe, un marché. On peut créer un marché de créances en souffrance. Mais pour que ce marché de créances en souffrance soit viable, il faut des garanties. Parce qu'aucun investisseur n'achètera une créance en souffrance s'il n'est pas sûr de pouvoir recouvrer. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir également à simplifier les mécanismes de cession de ce type de créances pour les investisseurs qui pourraient être intéressés. Mais en définitive, on souhaite ne pas avoir de créances en souffrance. Donc, les mécanismes qui sont là doivent être des mécanismes qui aident les investisseurs quand ils sont en difficulté à pouvoir retrouver une bonne santé financière et payer leurs créances. Monsieur Ripert Bosoupé, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Et si on vous disait de conclure, en allant dans le sens de la 3e édition de l'Africa Financial Industry Summit, que diriez-vous? L'AFIS 3e édition a été un succès. Je pense qu'on a vu de bonnes thématiques. La mobilisation a encore été au rendez-vous. Aujourd'hui, je pense que nous sommes vraiment en train de travailler à bâtir une industrie financière de classe mondiale. Et je pense que c'est ça qui met le baume au cœur et qui fait que nous, en tant qu'autorité des marchés financiers, on reste un partenaire institutionnel de choix. Et si on n'avait pas cette conviction, on ne serait pas venu. Ce que nous souhaitons pour les prochaines éditions, c'est vraiment d'avoir une feuille de route sur les grandes résolutions qui sont prises et d'avoir un suivi qui permette d'apprécier le progrès que nous faisons dans la mise en œuvre des résolutions. Et je pense que ça permettra vraiment d'accélérer vers l'agenda de solidification du système financier africain. Merci. Merci beaucoup.
Parlons maintenant coton. La filière coton promet de belles perspectives cette année grâce à plusieurs facteurs favorables, entre autres la bonne pluviométrie, la maîtrise des insectes dévastateurs. Et par rapport à la campagne 2023-2024, les prévisions de la production sont estimées à 96 500 tonnes de coton graines. Les explications avec Clarisse Atiké. La campagne cotonnière 2023-2024 s'annonce bien au Togo, selon la Fédération des groupements des producteurs de coton FNGPC. La bonne pluviométrie enregistrée cette saison est un facteur favorable. En outre, les producteurs de coton ont trouvé un produit efficace pour faire face aux jacides, insectes ravageurs qui ont dévasté les champs de coton l'année dernière. Le Togo consent à poursuivre les efforts pour la relance de la filière. Oui, la campagne 2023-2024, on attend que déjà le 20 de ce mois, on a commencé à faire la mise en place des caisses pour commencer la collecte du coton pour qu'on soit rapide jusqu'en fin mars. On a fini la collecte pour que le producteur puisse avoir ses sous pour pouvoir relancer la campagne prochaine. Il faut produire pour gagner. Si on n'a pas un bon rendement aujourd'hui dans le champ, on ne peut pas s'en sortir. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de chercher les voies et moyens, comment faire des fertilisants pour pouvoir améliorer, pour avoir au moins 1 tonne 500, 1 tonne 200 à l'hectare sur le plan national. Là, vraiment, on sait qu'on va bien s'en sortir. Pour la campagne 2023-2024, le réseau des cotonculteurs a bénéficié d'un financement de 6 milliards de francs CFA du gouvernement togolais qui fait du secteur cotonnier une priorité. Pour cette campagne, la Fédération des groupements de producteurs de coton FNGPC a mis la barre très haute. La superficie à emblaver au plan national est de 100 000 hectares pour une prévision de production de 96 500 tonnes de coton graines contre 46 000 tonnes de coton graines pour 67 000 hectares de superficie emblavée pour la campagne précédente. Elle table également sur le mécanisme de fixation des prix de vente de la fibre de coton sur le marché international en vue d'assurer le plus de revenus possible aux producteurs togolais de l'or blanc. Le coton va rester cette année à 300 francs le kilo et les intrants sont moins à 14 000 le sac de 50 kg de NPK-SB et urée aussi c'est à 14 000 francs le sac de 50 kg NPK-SB. Notre mécanisme se base sur la production et le rendement et les cours mondiaux. Donc c'est à base de ça. Si vraiment, par exemple, si je peux donner un exemple de cette campagne, le prix sur le plan mondial aujourd'hui, si le Togo avait au moins 150 000 tonnes, à base du mécanisme qu'on calcule, on peut avoir le prix plus de 350 francs le kilo. Alors que les autres pays font plus de 200 000 tonnes, 300 000 tonnes, mais ils sont toujours, selon leurs calculs, ça ne leur permet pas d'atteindre ce niveau. Donc, ce qui veut dire que le mécanisme du Togo est meilleur. Première culture industrielle du Togo et quatrième produit d'exportation du pays après le clinker, le ciment et le phosphate, le coton est l'un des produits agricoles qui contribue de manière substantielle au PIB à hauteur de 1 à 4,3%. Avec des semences de qualité et l'aide des chercheurs, les cotonculteurs ont des recommandations qui vont contribuer à la réussite de la campagne cotonnière 2023-2024. Ce soir, nous allons encore vous faire découvrir une dame entrepreneur. Elle est spécialisée dans la transformation du sushi, communément appelé Efio, en lait, sous le label Jorieta Drinks. Et c'est dans la rubrique Le temps de l'entrepreneur. Suivez. Une des découvertes que nous avons faites à la 18e Foire internationale de Lomé, le lait de sushi. C'est une initiative de Joël Kloudjek-Konou, titulaire d'une licence en sciences de la vie à l'université de Lomé. La jeune femme a préféré voler de ses propres ailes. J'ai cherché des stages, je n'ai pas pu trouver. Donc j'ai voulu faire une ingénierie en agroalimentaire que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc c'est de là
m'est venue l'idée de commencer mon entreprise. J'aime beaucoup l'agriculture et la transformation agroalimentaire. J'ai voulu faire quelque chose de différent parce que dans mon entourage, nous avons beaucoup de personnes qui souffrent du diabète et beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à bien digérer et leur nourriture après avoir mangé. Son entreprise porte le nom de Jorieta Drinks. À la place du sucre, nous utilisons des fruits secs et des fruits frais pour sucrer nos jus. Et nous faisons du lait de souchet. Nous mélangeons du lait de souchet avec de la date, du gingembre et de la banane et du lait de coco. Nous faisons également du gingembre sucré avec de la date. Nous faisons également du bissap sucré avec de la date et de l'ananas. Le rêve de Joël, c'est de pouvoir produire en grande quantité, mais des difficultés demeurent. Nous voudrions utiliser des machines pour pouvoir produire en grande quantité. Donc c'est la difficulté extrême pour le moment. Après aussi, nous rencontrons de la difficulté pour la conservation parce que le lait de souchet a besoin d'être conservé dans le congélateur 24 heures sur 24. La difficulté extrême, c'est de pouvoir trouver une main-d'œuvre qualifiée. C'est bien d'entreprendre, mais il faut avoir le courage. Il faut avoir de la motivation, sinon la passion de le faire, sinon on ne peut rien. Sur le marché, le produit est en vente dans les boutiques et supermarchés. Joël a déjà participé à plusieurs expositions et foires pour mieux faire connaître ses produits. Et si on allait sur nos marchés locaux pour découvrir les prix des céréales? Gisèle Kozona nous y amène. Cette semaine, le prix du bol de maïs se situe en moyenne à 544 francs CFA. Dans la maritime, le bol de maïs est vendu à 600 francs, le haricot à 1700, le bol de sorgho à 1300, le mil à 1200 et le gari à 1000 francs dans les marchés d'Akodé-Sewa, à Dido-Gomé et à Goué-Assiyeye. Dans les plateaux, le maïs est vendu à 500 francs, le haricot à 1350 francs, le sorgho à 1250 francs, le mil à 1100 francs et le gari à 700 et 750 francs dans les marchés d'Agbonou, à Mlamé, à Nié et au marché à Kwessémé. Dans la centrale, le sac de maïs est vendu à 20 000 francs. Le prix du haricot varie entre 64 000 francs CFA et 72 000 francs CFA. Le sorgho est à 52 000 francs, 56 000 francs et 48 000 francs dans les marchés Sokodé, Sotoubois et Tchamba. Dans la région de la Kara, le prix du sac de maïs varie actuellement entre 20 000 et 24 000 francs CFA dans les marchés de Kara, Kabou, Ketao, Bandjeli. Et dans la savane, on peut acheter le bol de maïs à 500 francs, 550 et 600 francs CFA dans les marchés de Dapaon, Mango, Senkansé, Mandouri, Barkouassi et Borgou. Dans ces marchés, le bol de gari est vendu à 1000 francs CFA, le mil à 1100 francs, 1000 francs et 800 francs CFA, le haricot à 1200 francs et 1250 francs et le sorgho à 800 et 1000 francs CFA. Suivons à présent ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 décembre 2023 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1035 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 1815 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2024 pour le café et de décembre 2023 pour le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Parlons maintenant de la dépréciation d'une monnaie. Qu'est-ce que c'est? L'expert nous répond au micro de Carmen Madjé à Kako. Et c'est dans la rubrique Le mot de la semaine. La dépréciation, c'est lorsque la monnaie perd de la valeur par rapport à une autre monnaie. Si hier, il fallait 500 francs CFA pour avoir $1 américain et qu'aujourd'hui, il faut 600 francs CFA
pour avoir un dollar américain, on dira que le franc CFA s'est déprécié. Et donc, le franc CFA a perdu de la valeur par rapport au dollar américain. Et c'est sur ces explications que nous clôturons ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.